Bon, tout d'abord, je veux vous présenter nos excuses pour le retard. J'ai l'habitude d'accuser la ville de Rennes pour les problèmes de circulation, mais là, je ne serais pas très honnête si je le faisais. Donc on accusera Gabriel Attal qui n'est pas encore parmi nous. Je suis très heureux de vous accueillir au Roazhon Park, au Stade Rennais, troisième du championnat, monsieur le ministre. Très heureux pour l'instant, très heureux de recevoir à domicile le garde des Sceaux dans la 8e circonscription d'Ille-et-Vilaine et le porte-parole du gouvernement qui nous rejoindra dans quelques instants. Nous avions prévu d'être 300 et nous sommes près de 600 ce soir. Et je veux saluer... Les plus espiègles d'entre nous auront remarqué qu'on fait plus de monde que la candidate du Parti socialiste à Rennes. Je veux saluer évidemment et remercier les Bretons qui nous regardent dans le salon d'à côté sous le froid. Et je vous remercie tous d'être là, et notamment ceux qui sont toujours là au bout de 5 ans. Je veux saluer, monsieur le ministre, particulièrement les parlementaires Christine Cloarec, que je ne vois pas, mais qui normalement est là, qui est député et membre de la Commission des Affaires sociales. Je veux aussi saluer Pierre Karleskind, qui est député européen et néanmoins ami. Je veux saluer également les absents excusés, la députée Laurence Maillard-Méhaignery, qui est la présidente de la Commission développement durable à l'Assemblée nationale, qui fait un travail remarquable. Gaël Le Bohec, qui est député, membre de la Commission culture et éducation. Le député Thierry Benoît et la sénatrice Françoise Gatel. Et puis les députés européennes excusées également, Marie-Pierre Vedrenne et Valérie Hayer. Je veux saluer, pour en terminer, les maires et élus municipaux que j'aperçois dans la salle, qui sont là avec 2 bises particulières. Évidemment pour le maire de Mordel, mon ami Thierry Le Bihan. Et la courageuse chef de file rennaise, la magnifique Carole Gandon, mais je ne suis pas tout à fait objectif. Je salue également les équipes de la majorité présidentielle. Alex, Nicolas, Benoît, Inde, Florence, mes équipes Runelor, Gaffard, Thomas, Arthur, et les frères d'armes qui se reconnaîtront comme Marie-Clémence, Alain, Péa, Vincent, Benoît et autres Clotilde, j'en oublie évidemment. Je veux dire ma grande fierté également d'être accompagné depuis le début par les équipes des Jeunes avec Macron, du président Hainaut et du président Gouriot, que je vous demande de bien vouloir applaudir. Et je m'en tiendrai là, monsieur le ministre, pour ne pas ressembler à ces partis qui ont plus d'élus que d'électeurs. Mes chers amis, j'ai 2 informations importantes à vous communiquer, 2 dates, une connue et une moins connue. Je vais peut-être commencer par la moins connue, elle est plus personnelle. Le 7 avril. Le 7 avril prochain, normalement, si tout va bien, je touche un manche de boue en bois, je serai papa d'une petite fille. Ce qui explique l'absence de la susmentionnée Carole Gandon. Et puis une autre date plus connue, je pense celle-là que tout le monde l'a bien en tête, c'est le 10 avril. En fin de semaine prochaine se tiendra le premier tour de l'élection présidentielle. Dans 10 jours à peine, donc, nous aurons, nous Français, à désigner celui ou celle qui sera le mieux, ou la mieux à même, de rassembler le pays, de rassembler la France et les Français. Et pour le dire clairement, à ce stade, tout est possible. J'ai en horreur cette petite musique que nous entendons depuis quelques semaines maintenant, nous expliquant que le président Macron va être réélu. Et puis souvent j'entends qu'il va être réélu et souvent on ajoute avec une large majorité. J'ai moi en souvenir un épisode d'avril 2002. C'est l'épisode du président Chirac et du chef du gouvernement Lionel Jospin. C'était il y a 20 ans, quasiment jour pour jour.
Il était annoncé aussi qu'au second tour, Lionel Jospin et Jacques Chirac allaient être qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle de 2002. Et puis les Français se sont dit, bon, puisque c'est annoncé, on va peut-être s'abstenir pour le premier tour, on ira au second tour. Ou alors on va donner un message vers tel côté en votant pour Monsieur Mamère, ou de tel côté en votant pour Madame Taubira, ou de tel côté en votant pour Monsieur Chevènement. À la fin des fins, il manquait 2 voix par bureau de vote. Et c'est le père de Madame Le Pen qui était qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle. Par définition, nous ne connaissons pas aujourd'hui le niveau de participation. Mais ce que nous savons, c'est que plus il sera bas, plus le taux de qualification pour le second tour sera ouvert, atteignable, et tout peut arriver. Au demeurant, les 3 adversaires les plus proches, selon les enquêtes d'opinion que nous connaissons, sont Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon et Monsieur Zemmour. Et par-delà leur commune poutinolâtrie, ils partagent, dirons-nous, une forme de capacité de nuance pas véritablement affirmée, pour le dire pudiquement. Tout est possible donc, chaque voix comptera. Ça veut dire qu'il nous faut convaincre dans les 10 jours qui viennent, sans relâche, tout donner, comme on dit ici au Stade Rennais. Pour ce faire, on pourrait invoquer le bilan. Est-ce que tout a été parfait ? Non, certainement pas. Mais ne laissez jamais personne dire que nous n'avons rien fait. C'est cette majorité, la majorité du président Macron, qui a fait reculer le chômage comme nul autre. C'est cette majorité, la majorité du président Macron, qui a permis la conclusion de 700 000 contrats d'apprentissage en fin d'année dernière. C'est cette majorité, la majorité Macron, qui a permis le retour des investissements dans les entreprises françaises. C'est cette majorité, la majorité du président Macron, qui a organisé le dédoublement des classes dans les écoles les plus fragiles, qui a recruté 10 000 policiers, qui a augmenté, grâce au garde des Sceaux, de 33% le budget justice en 2 ans. C'est aussi cette majorité qui a fait le Ségur de la santé. Alors le Ségur de la santé, pour le dire simplement, c'est le plan hôpital du président Sarkozy, plus le plan hôpital du président Hollande. Vous additionnez les 2, vous multipliez par 2 et vous avez le plan Ségur du président Macron. C'est aussi cette majorité qui a augmenté le pouvoir d'achat au travers de la suppression de la taxe d'habitation et la baisse de l'impôt sur le revenu. C'est elle aussi qui a mis en place la retraite à 1 000 € pour nos agriculteurs. C'est cette majorité, la majorité du président Macron, qui a mis en place le reste à charge zéro pour les lunettes, les appareils auditifs et les appareils dentaires. Et enfin, mais la liste serait trop longue, c'est cette majorité, la majorité Macron, qui a à son actif un bilan écologiste qui ferait rougir, si c'est encore possible, les écologistes de salon. Et c'est le président Macron lui-même qui est allé à Brest, avec Pierre Karleskind, mais pas que, se battre pour nos océans. Il y a à peine 2 mois maintenant, et ce, malgré une succession de crises d'une violence exceptionnelle. Est-ce que nous sommes allés sur tous les sujets, sur tous les enjeux, aussi vite, aussi loin, aussi fort que nous aurions aimé ? Non. Mais je reste pour ma part convaincu que nous allons dans la bonne direction. Préférons toujours être impatients que de rester assis. Et engageons-nous ensemble dans les associations, dans les quartiers, dans les syndicats, dans les entreprises aux côtés du président. Parlons-nous, débattons, partageons, retissons ce lien qui fait que nous ne sommes pas qu'un agrégat de consommateurs de droits, mais une nation qui se tient debout. Pour convaincre, nous pourrons également invoquer le projet, qui est un projet fort avec une priorité double, l'école et le soin. Le soin, c'est-à-dire la santé et l'accompagnement du grand âge, du handicap physique et du handicap mental. Nos enfants, nos aînés, nos familles.
Et nous avons tous besoin de causes qui nous dépassent, qui nous transcendent. La protection de notre planète, la protection des plus fragiles, c'est un combat qui doit unir et rassembler toutes nos générations. Et oui, en 5 ans, nous avons appris. Et oui, nous devons, je le crois, être encore plus courageux sur un second quinquennat si le suffrage universel nous prête vie. La majorité du président Macron devra, par exemple, faire dans toutes les institutions ce qu'elle a réussi à faire à l'Assemblée nationale. Ne pas s'embourgeoiser, dépasser les clivages, bouger les lignes, travailler entre gauchistes, droitistes, écologistes, sociétés civilistes et Français avec des vrais métiers autres que membres de partis. Avec une seule boussole, l'efficacité au service des Français. Partir du réel pour aller vers l'idéal, c'était la promesse de Jaurès, c'est la méthode assumée de Macron. Ayons au demeurant à l'esprit, notamment pour les générations les plus jeunes, que la paix n'est pas un acquis, pas plus que la prospérité. C'est un combat de chaque instant. Et les morts qui tombent à quelques heures d'ici, les drames qui se nouent aux portes de notre Europe en sont le plus cruel et le plus indispensable des rappels. Chaque crise a montré à la fois que nous étions plus forts en Européens, avec nos partenaires de valeurs, et qu'en même temps, comme dirait l'autre, nous devrions parfois ne pouvoir compter que sur nous-mêmes, en Français indépendants, libres de nos choix et fiers de notre patrie. Et c'est bien ce président qui a su tenir la barre à chaque fois que les vagues étaient un peu plus grosses que prévu. Et nous en avons eu beaucoup. Qui a su protéger la France, qui a su protéger les Français à chaque tempête. Et je parle sous le contrôle de nos amis parlementaires européens. Je crois que le monde entier nous l'envie et que nous avons la chance inouïe de le maintenir, de le garder comme capitaine encore 5 années. Mais par-delà le bilan, le projet, la vision, la solidité de l'homme, la question sous-jacente, me semble-t-il, c'est malgré ses défauts, au regard des concurrents qui sont les siens et les nôtres, qui imagine-t-on au bout de la table de Vladimir Poutine ? Madame Le Pen, héritière d'un fonds de commerce d'extrême droite, qui souhaitait en 2017, je le rappelle, sortir de l'Union européenne, qui souhaitait en 2017 sortir de l'euro, qui a alimenté pendant 5 ans le désordre à l'intérieur et la duplicité à l'extérieur, qui finançait à l'époque sa campagne avec la Russie, qui reconnaissait sans vergogne l'annexion de la Crimée et qui finance désormais sa campagne en Hongrie avec son ami Viktor Orban, que les plus espiègles d'entre nous appellent Viktor Iban. C'est Pierre Kerleskin, l'auteur. Et si ce n'est pas Madame Le Pen, au bout de la table, ce serait Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon, sénateur socialiste en 1986. J'avais 7 ans. Gabriel Attal, qui nous rejoindra, encore moins. Admirateur de Poutine, de Bachar el-Assad, qui manifestait il y a 2 ans, et je m'en rappelle, aux côtés des frères musulmans, à quelques mètres du Bataclan, qui revendique la retraite à 60 ans, mais pour les autres, lui, à 70 ans, il a droit à 8 500 € par mois de droit à la retraite au titre de 5 décennies de mandat cumulé. Au demeurant, ce sont 2 députés, et je parle sous le contrôle de Christine Cloarec, Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon, que nous avons vus à l'œuvre à l'Assemblée nationale, qui ont voté, pas souvent rappelle le ministre, et il a raison, mais parfois trop quand même, mais
votant contre tout ce qu'ils disaient vouloir mettre en place s'ils accédaient aux responsabilités. Je veux le rappeler ici, Madame Le Pen a voté contre la sécurité et les effectifs de police et de magistrats. Elle a voté contre la lutte contre le séparatisme islamiste. Elle a voté contre le plan Ségur. Elle a voté contre les mesures de pouvoir d'achat. Monsieur Mélenchon, lui, il a voté contre la revalorisation des aides sociales, contre l'apprentissage, contre l'augmentation du budget de la justice et du budget de l'éducation nationale, contre tous les nouveaux droits sociaux, contre. Et donc je respecte, moi, le combat qui est le leur, mais beaucoup moins l'incohérence entre ce qu'ils font et ce qu'ils disent, et nous nous battrons jusqu'au bout pour qu'ils ne représentent pas la France dans le monde. Et c'est ce message précisément que nous devons envoyer dans les 10 jours qui nous séparent du premier tour de l'élection présidentielle. Urbi et orbi, si vous me permettez cette entorse. Parce que nous vivons dans un monde interdépendant, plus nous rassemblerons de voix autour du président de la République le 10 avril, plus ce message sera reçu fort et clair, et je dirais, et loin. Et pour conclure, c'est quelques mots, c'est parce que nous aimons cette France unie, cette France qui protège et qui émancipe, que nous avons besoin à la fois d'apaisement et de leadership, que nous devons, dans les 10 jours qui viennent, aller chercher une à une chacune des voix qui nous séparent de cette charge que nous devons ensemble porter. Nous avons, pour paraphraser le président Mitterrand, nous avons tant à faire ensemble et tant à dire aussi. Et la transition presque habile pour laisser la parole à monsieur, mon ami Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Mesdames et messieurs, cher Florian, cher Pierre, c'est un grand bonheur pour moi d'être ici. Attendez, non. On peut vous dire un mot ou pas? On peut vous dire un mot? Est-ce qu'on peut vous dire un mot? Ou est-ce que vous envisagez de crier encore longtemps comme ça? Non mais madame, écoutez-moi, écoutez-moi madame. Mais écoutez-moi 2 minutes. D'abord, moi je ne peux libérer personne. Vous devriez... Mais de quoi vous... Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous... Restez ici 2 minutes. Monsieur, attendez, monsieur de la sécurité, 2 secondes. Moi, je ne souhaite pas que vous soyez expulsé. Je souhaite une chose, monsieur, c'est que vous soyez calme et je vais vous dire un certain nombre de choses sur le fonctionnement judiciaire qu'à l'évidence, vous méconnaissez. Vous pouvez rester dans la salle. Restez dans la salle. Ce que je vous demande... Je ne sais même pas de quoi vous me parlez. Excusez-moi, hein. Bon. De quoi il me parle? Bon.
C'est pas toi, Flo, non. N'inquiétez pas. Donc, j'essayais de vous dire, avant cette interruption, que d'abord, c'était un grand bonheur pour moi d'être... Ah, le voilà. Ah, le voilà. Salut, Gabriel. Comment ça va? Ça va? Libéré. Ah, voilà. Ça va? Ouais. C'est moi qui ai fait la manip. Ah ouais, j'ai compris. Bon, écoutez, maintenant que Gabriel Attal est libéré, je pense qu'on peut avancer un peu dans notre débat, si vous le voulez bien. Donc, je vous disais d'abord que c'était un immense bonheur pour moi d'être ici, à Rennes. C'est une ville que je connais bien. J'ai déjà essayé, mais dans d'autres lieux, de convaincre quelques Français. Parfois, j'y suis parvenu, parfois, je n'y suis pas parvenu, à vrai dire. Et puis, il pleut aujourd'hui, donc tout cela est absolument parfait. Et puis, il y a Florian, qui est un député qui porte haut et fort les couleurs de sa circonscription. Et puis, il y a évidemment le bonheur du contradictoire, du débat quand il est possible, ce qui n'était pas le cas il y a de cela une petite seconde. Et puis enfin, je voudrais vous dire, un peu plus solennel peut-être, que c'est aussi un devoir que de venir rendre des comptes. Car c'est bien comme ça que ça se passe dans une démocratie. Quand on accède à une fonction politique, eh bien, vient le moment de rendre des comptes à ses concitoyens. Et ces comptes, je vous les dois. Et donc je vais expliquer clairement, j'espère, ce qu'est le bilan régalien du président de la République, du gouvernement, de votre serviteur, et en particulier dans le périmètre de la justice. Et d'abord, si vous le voulez bien, on va commencer par des choses qui sont incontestables, parce qu'on peut tricher avec les mots, on ne peut pas tricher avec les chiffres, d'autant qu'ils sont parfaitement vérifiables. Tu l'as dit, l'augmentation du budget de la justice depuis cette mandature, c'est de 33%. C'est absolument historique. On n'a pas fait mieux depuis 30 ans. Et quand je dis 30 ans, on n'a pas numérisé les budgets à l'Assemblée nationale. Donc on est incapable de savoir si on faisait mieux autrefois. Et puis le ministère de la Justice était autrement composé. Par exemple, l'administration pénitentiaire n'a pas toujours appartenu au ministère de la Justice. Donc évidemment, la comparaison est impossible. Mais depuis 30 ans, on n'a jamais augmenté cela. Je vais vous donner quelques exemples. Les 2 derniers budgets que j'ai portés et qui ont été votés par les parlementaires, Mme Le Pen n'a pas voulu le voter, ce budget. M. Mélenchon ne l'a pas davantage voté. C'est 2 fois plus 8%. À titre de comparaison, Mme Taubira obtenait difficilement des augmentations de l'ordre de 1%, qui étaient d'ailleurs à l'époque dévorées par l'inflation. Voilà où nous en sommes. Donc, c'est le budget le plus important jamais consacré à ce ministère régalien. En proportion, d'ailleurs, disons-le, parce que nous avons mesuré que la justice était dans une forme de vrai dénuement, c'est en proportion le budget régalien qui a le plus augmenté de tous les autres budgets régaliens, qu'il s'agisse de l'intérieur ou de l'armée. Ceci étant dit, moi, ce que je vous propose, c'est au fond un triptyque. Ce que nous avons fait, ce qu'ont fait les autres avant nous, et naturellement, ce qui reste à faire. Et je peux vous dire, venant de la société civile, c'est particulièrement vrai. Vous êtes d'abord extrêmement impressionné, vous êtes évidemment déterminé, mais vous avez aussi nécessairement une forme d'humilité qui vous conduit bien sûr à envisager l'avenir. Et l'avenir, c'est ce que le président de la République nous a d'ores et déjà annoncé, si naturellement, comme nous le souhaitons tous, il était réélu. Alors je vais vous donner quelques chiffres qui sont édifiants. Je ne veux pas vous bourrer de chiffres, il faut que cette soirée reste sympathique. Mais nous avons embauché près de 700 magistrats. Vous avez retenu 700 magistrats. Sous le quinquennat de M. Hollande, c'est 27 magistrats qui ont été embauchés. Et
sous M. Nicolas Sarkozy, alors que Mme Pécresse était à Bercy et qu'elle taillait à la hache dans la fonction publique, c'est moins 142 magistrats, parce que ceux qui partaient à la retraite n'étaient, mesdames et messieurs, même pas remplacés. Bien. Nous avons embauché 4500 agents pénitentiaires, nous avons embauché 850 greffiers, nous avons embauché 2000 jeunes surdiplômés que nous avons envoyés dans toutes les juridictions de France en accéléré, si vous me permettez cette formule, et nous les avons appelés d'ailleurs, c'est une formule de diabétologue, les sucres rapides, parce que nous voulions que ces jeunes viennent soulager les magistrats dans toutes les juridictions du pays. Et je vous donnerai, si vous le voulez tout à l'heure, les chiffres qui concernent la juridiction rennaise. C'est une augmentation de plus de 10% du personnel hors magistrat. Nous en avons embauché 2000. C'est le plus gros plan d'embauche jamais réalisé au ministère de la Justice. 1000, nous les avons envoyés au pénal pour réprimer les petites infractions du quotidien qui nous pourrissent la vie et qui n'étaient jamais sanctionnées. Et 1000 autres, nous les avons envoyés dans les juridictions civiles pour déstocker. Alors le mot n'est pas très joli, il est néo-capitalistique, mais déstocker c'est quoi? C'est le jugement que vous attendez en matière de divorce, en matière de filiation, en matière de loyer, en matière prud'homale, etc., etc., c'est-à-dire le quotidien de nos compatriotes. Et je vais vous donner dans un instant les résultats. Nous avons également recréé des juridictions là où la carte judiciaire avait été découpée, là aussi à la hache, sous une précédente mandature, vous vous en souvenez. On a créé des audiences foraines. On a ouvert des points justice. Je veux m'arrêter une seconde sur ce que sont les points justice. Nous en avons ouvert dans le pays 2000. Ce sont des lieux où nos compatriotes les plus modestes, les plus défavorisés, les plus démunis peuvent se rendre. Ils y reçoivent une consultation gratuite, confidentielle, et on leur indique comment se débrouiller dans le méandre du circuit judiciaire. C'est ce que nous avons appelé, avec le président de la République, avec le Premier ministre, la justice de proximité. 2000 points justice. Il y en a 27 dans ce département. Ils sont ouverts à tous. Il y a un numéro d'appel gratuit. J'y ai envoyé des avocats, j'y ai envoyé des huissiers, j'y ai envoyé des notaires, j'y ai envoyé des étudiants de Sciences Po. Il me semblait essentiel qu'ils aillent vers nos compatriotes les plus démunis. J'y ai envoyé les élèves de l'École nationale de la magistrature. Et petite parenthèse, parce que je vous ai dit qu'il fallait voir ce que nous avions fait, ce qu'ont fait les autres et ce qui reste à faire, il reste bien sûr beaucoup de magistrats à embaucher. Le président de la République a dit 8500 magistrats plus du personnel, 8500 magistrats et personnel. Et nous aurons l'année prochaine la promotion de l'École nationale de la magistrature la plus importante de son histoire. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous donner quelques chiffres là encore. En matière pénale, nous avons envoyé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 1000 jeunes. C'est, si vous me permettez cette facilité langagière, la première fournée. On les a envoyés partout, ils ont aidé les procureurs et ils ont traité un certain nombre d'infractions qui ne l'étaient jamais. Et puis, nous avons doublé le nombre de délégués du procureur. Les délégués du procureur, ils rendent immédiatement des sanctions, mais très très vite, dans les jours qui suivent la sanction. Et ils vont pour cela rendre ces sanctions et rendre la justice hors les murs du tribunal. Alors chez vous, je vais vous dire un peu où ça se trouve. Il y en a un certain nombre, bien sûr. Fougères, Redon, Vitré, Montfort-sur-Meux, il y en a partout en France. Et dans tous les points justice. On rend la justice très vite pour les victimes, qui sont évidemment indemnisées beaucoup plus vite, et la sanction tombe. Ça signifie qu'il y a moins de sentiment d'impunité chez les auteurs,
Et il y a le sentiment pour les victimes, pour vous, pour nos compatriotes, qu'en réalité, on fait quelque chose et que l'on traite cette petite délinquance. Et sachez qu'en quelques mois, nous avons réussi à juger et à distribuer, pardon, le verbe n'est pas juste, 120 000 décisions hors les murs du tribunal. On a ouvert, je l'ai dit, des audiences foraines. Je vous ai cité ici, dans votre département, à Villeneuve-sur-Lot, à Gien, à Cholet. On a réouvert des tribunaux, à Bernay, à Louviers. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu que nos compatriotes qui sont éloignés du tribunal judiciaire, qui mettent 1 heure et demie de voiture, parfois sans transport en commun, ils aient la possibilité de retrouver la justice à quelques kilomètres de chez eux, au plus près de chez eux. La proximité. Et moi, voyez-vous, j'ai été avocat, je sais ce que c'est qu'un mauvais dossier. Je sais aussi ce que c'est qu'un bon dossier. C'est un bon dossier. Moi, je défends bec et ongles le bilan justice de la mandature d'Emmanuel Macron. Il y a les 1000 autres qu'on a envoyés au civil pour déstocker. Déstocker, c'est vous qui attendez une décision de justice. Vous, l'un de vos proches. Vous savez quels sont les chiffres que nous avons obtenus depuis seulement, si vous me permettez cet adverbe, le mois d'avril. 20% en matière familiale. Plus de 20% en matière sociale de déstockage. C'est-à-dire que c'est du temps gagné pour ceux qui attendent aujourd'hui une décision de justice. Alors bien sûr, il reste des choses à faire. Tu as raison de le dire. Et qui serait le garde des Sceaux suffisamment prétentieux, arrogant pour dire on a tout fait, tout est réglé? Non, bien sûr. Mais ça, ce sont de véritables résultats. Ici, les chiffres chez vous, ils sont aussi extrêmement éloquents. Juge aux affaires matrimoniales, moins 14% de stock. Tout ce qui est contentieux de la protection, moins 22%. Pôle social, moins 13%. Voilà ce qu'on a réussi à faire depuis le mois d'avril. Alors maintenant que je vous ai dit cela, je voudrais 2 secondes que l'on évoque la prison. Parce que le garde des Sceaux, naturellement, il doit assurer la réponse pénale. On va se dire les choses. Moi, je veux présenter le bilan, mais je veux le faire avec un peu de hauteur et un peu de recul. D'abord pour vous dire que, contrairement à ce que hurlait ce jeune homme tout à l'heure, ce n'est pas le garde des Sceaux qui décide de libérer. Ce n'est pas davantage le garde des Sceaux qui décide telle ou telle peine. Parce que dans notre pays, et fort heureusement, la justice, elle est indépendante et le garde des Sceaux n'a rien à dire aux magistrats quand ils choisissent tel ou tel quantum de peine. Et moi, j'entends que, naturellement, sur les dizaines de milliers de décisions rendues, il y en ait quelques-unes qui puissent parfois nous choquer, nous interpeller, nous interroger. Et dans cette espèce de fait-diversification de la justice telle qu'elle est présentée, notamment sur les chaînes d'infos continues, moi, pardon, je ne m'estime pas de responsabilité sur cette question. Ça n'est pas moi qui distribue les peines, il faut le savoir et il faut le dire. Alors évidemment, l'opposition, notre opposition, nos adversaires s'engouffrent là-dedans. Ils nous promettent une société sans infraction, sans crime, le risque zéro. Tout ça, c'est du mensonge, absolument éhonté. Ça ne signifie pas le fatalisme, ça ne signifie pas qu'il ne faille pas se battre contre cela, mais il faut utiliser les bons arguments. Alors moi, je voudrais vous dire, et puis je vais essayer d'accélérer un peu, mais il y a quand même un certain nombre de textes que nous avons présentés, qui ont été votés, je remercie les parlementaires, sur lesquels il faut qu'on s'arrête une petite seconde. D'abord, le Code de justice pénale des mineurs. Ça, c'est une grande réussite de ce quinquennat. Autrefois, un mineur qui commettait une infraction était jugé, mesdames et messieurs, 1 fois sur 2 quand il était majeur. Bon, vous êtes père et mère de famille, quand votre gamin fait on est entre nous, connerie, vous n'attendez pas 1 mois avant de lui expliquer et ou de le sanctionner. Et là, ce sont des petites bêtises. Quand il s'agit d'une infraction et qu'il s'agit d'un mineur, c'est encore plus nécessaire d'aller vite.
Alors on est passé de délais qui étaient parfois de 3, 4, voire plus, à 9 mois maximum. Je vous explique comment. Dans un délai compris entre 10 jours et 3 mois, il est reconnu coupable ou il est innocenté s'il n'y a pas de preuve. S'il est reconnu coupable dans un délai maximum de 9 mois, il connaîtra la peine qui est prononcée par la juridiction. Et entre les deux, il sera suivi, surveillé et il aura notamment pour obligation, c'est toujours très important, de rembourser les victimes. Ce texte, il est en vigueur depuis le mois de septembre. Il a fallu 4 gardes des Sceaux pour le mettre en œuvre. Il a été voté par nous. C'est une grande fierté de ce quinquennat et naturellement les choses vont se mettre en place et nous aurons des résultats tangibles parce que le traitement de cette délinquance, il est essentiel et parce que le traitement de cette délinquance doit intervenir rapidement. Et quand j'entends, je vous en toucherai un petit mot dans une seconde, que les uns et les autres nous demandent, notamment Mme Le Pen, de juger les mineurs rapidement, évidemment, elle n'était pas à l'Assemblée nationale quand ce texte a été examiné. Autre texte important, je ne peux pas tous les égrener, j'en ai porté 26. Mesdames et messieurs, ces femmes qui élèvent seules des enfants, leurs enfants, qui ne portent pas leur nom, qui sont obligées de sortir le livret de famille pour aller inscrire le gamin au judo, à la musique ou à l'école. On a fait cette loi sur le changement de nom. C'est une initiative parlementaire. Nous avons porté ce texte. Il est magnifique. C'est un texte de liberté. C'est un texte d'égalité. C'est un texte de simplification. On pouvait faire un certain nombre de modifications. Autrefois, ça passait par la chancellerie. Ça mettait des années. Ça coûtait de l'argent. C'était aléatoire. Et on pourra changer de nom une fois dans sa vie quand on est majeur. Et j'ai reçu une lettre. C'est ça aussi faire de la politique. C'est être au service des gens. C'est être près d'eux. C'est leur rendre un service immédiat. D'une dame de 70 ans qui m'a dit « Moi, j'ai été violée par mon père, je ne porte pas mon nom, je le supporte, et je ne veux pas qu'il soit gravé sur ma tombe. » Voilà ce que nous avons fait. Et puis encore, un joli texte. Les femmes qui ne se font pas payer, qui ne parviennent pas à se faire payer les pensions alimentaires qui sont dues par des hommes, qui sont parfois des géniteurs davantage qu'ils sont des pères, eh bien ces femmes, elles vont aujourd'hui, mesdames et messieurs, à la CAF, elles montrent le jugement qui condamne l'ancien compagnon ou le père des enfants. Elles sont immédiatement payées, à charge naturellement pour la CAF, avec cette parcelle de puissance publique dont elle dispose, de recouvrer l'argent auprès de ceux qui ont oublié leur devoir. Eh bien, pardon de vous dire que ça, si ce n'est pas un beau texte, alors... Et c'est nous qui avons fait ça. Sur notre bilan, encore un petit mot. Et pardon de vous parler du texte que j'ai porté. Mais vous aviez un système de réduction automatique des peines autrefois qui était invraisemblable. Moi, je veux vous dire un certain nombre de choses. Le garde des Sceaux, il se doit évidemment de s'assurer d'une répression, mais d'une répression qui soit une répression ferme, bien sûr, mais pas populiste. L'autre ligne de crête, c'est entre l'humanisme et l'angélisme. Moi, je ne veux pas être angélique, je ne veux pas être populiste, mais je veux assurer évidemment la répression dans ce pays. C'est la raison pour laquelle... Et tout à l'heure, j'ai digressé un peu sur ce qu'était le pouvoir du garde des Sceaux. Nous avons mis en place un plan de construction des prisons, ce que les autres n'ont jamais fait. Le président de la République avait annoncé 15 000 places de prison nettes. Nous serons au rendez-vous de ces promesses. Et nous allons même dépasser cela. Nous avons même d'ailleurs un projet de prison à Magnanville, chez Mme Pécresse, et chez M. Stefanini, eh bien, figurez-vous qu'ils font tout pour ne pas que cette prison soit construite. Ça, je tiens à vous le dire. Nous avons également promis que nous allions construire des centres éducatifs fermés. Ça marche bien. C'est pour des mineurs délinquants, des gens endurcis dans la délinquance. Eh bien, sachez que quand ils passent par le centre éducatif fermé, il y en a plus de 60% d'entre eux
que l'on ne revoit plus jamais et qui ne récidive jamais. Et dans le texte que j'ai porté, en cohérence avec tout ça, j'ai souhaité supprimer les réductions automatiques de peine. Je vous explique ça très vite et très simplement. Quand quelqu'un était condamné à 10 ans d'emprisonnement, il n'avait pas mis le pied dans le fourgon cellulaire qu'il bénéficiait déjà de 2 années de réduction de peine sans avoir rien fait. Moi, j'ai dit stop. Maintenant, si l'on veut ces réductions de peine, on fournit un effort. Parce que le sens de l'effort, même en prison, ça n'est pas un sens interdit. Parce qu'il faut que ces jeunes, on les pousse pour qu'ils apprennent à se lever, à lire, à écrire, à travailler chaque fois que c'est possible. Et d'ailleurs, en cohérence encore avec cela, nous avons créé ce que personne avant nous n'avait créé, c'est le contrat de travail du détenu. Ça aide les patrons. Ils sont payés 45% du SMIC. Nous faisons et nous prenons à notre charge toutes les formalités administratives. Les patrons offrent du travail à des détenus. C'est une des clés de la réinsertion. C'est bon pour le détenu, parce que l'oisiveté est la mère de tous les vices, tout le monde le sait. C'est bon pour le patron et c'est bon pour nous tous, parce que ça nous donne un certain nombre de garanties sur la réinsertion, parce que c'est aussi l'un des rôles de la prison que de réinsérer. Et puis, dernière chose sur mon texte, on a signé hier la convention avec France Télévisions, et bientôt la justice va rentrer dans le salon des Français, vous aurez la possibilité de la voir. Il n'y a pas de trash, il n'y a que du pédagogique. C'est pour mieux appréhender ce qu'est la justice dans notre pays, parce que je trouve qu'elle est souvent bien maltraitée, et en particulier sur un certain nombre de chaînes d'information continue où on n'est que dans la fédiversification en permanence et que tout est remis en cause en permanence. Je veux également vous dire, dans la foulée qui est la mienne, que jamais aucun gouvernement n'a fait ce que nous avons fait pour lutter contre les violences intrafamiliales. Bracelet anti-rapprochement pour toutes les juridictions, téléphone grave danger pour toutes les juridictions. Et dès qu'un de ces outils est utilisé, il est immédiatement remplacé. Ordonnances permettant de mieux protéger, nous les avons augmentées de 140%. Sur cette petite délinquance, sachez par exemple, retenez encore un chiffre et je passe ensuite à autre chose, qu'il y a 1400% d'augmentation, vous avez bien entendu, 1400% d'augmentation des condamnations qui concernent les rodéos urbains. Voilà les résultats dont nous pouvons nous prévaloir. Mais j'ai bientôt fini, mais je ne peux pas m'asseoir sans vous dire 2 ou 3 choses sur Madame Le Pen. Il y a 2 façons, me semble-t-il, d'évoquer Madame Le Pen. La première, c'est d'évoquer son programme et de le comparer à la réalité de ce que nous avons fait. Je vais vous donner 4 points de réflexion, ça va très vite. Premièrement, elle dit « Il faut maintenant limiter les réductions de peine à 6 mois par an. C'est déjà ce que nous avons fait, c'est le texte que je porte. » Cette proposition n'a aucun sens. Deuxièmement, elle dit « Il faut désormais une condamnation à la perpétuité réelle. » Vous savez que Mme Le Pen, elle a été avocate. Eh bien, elle devrait ouvrir le code pénal parce que ça figure déjà à l'article 221-3 du code pénal. S'il y a des juristes ici, ils pourront vous le confirmer. Ça existe déjà. Troisième idée, comme ça, lancée un peu au doigt mouillé dans un programme assez bref en réalité, hein, et qui n'a pas été travaillé du tout. La pénalisation des actes commis en bande. Non mais qu'est-ce que c'est de cette histoire? Mais ça existe depuis des années. Ça s'appelle même l'association de malfaiteurs. Ou ça s'appelle même la bande organisée. Quatrième point, écoutez. La sanction des mineurs dès le premier acte, avec une peine obligatoire sous forme d'amende. Oui, bon, on a fait mieux que ça. On a réformé le code de justice pénale des mineurs. Je vous en ai parlé il y a 1 seconde. C'est invraisemblable. Elle n'était pas là. D'ailleurs, elle n'est, ne le répétez pas, hein, elle n'est jamais à l'Assemblée nationale. Je sais pas. Et alors je me dis, si par malheur elle devait être élue, et si elle devait être aussi présente à l'Élysée qu'elle représente sa circonscription à l'Assemblée nationale, je veux dire que...
Allez. Dernière chose, écoutez, celle-là, c'est la plus belle, c'est pour la fin. J'ai presque envie de dire pour la route. Elle écrit, il y a quelques mois de ça, dans son programme, qu'il faut 9000 magistrats dans ce pays. Pas 9000 de plus. Hein. Nous, on dit 8500, plus du personnel, 8500. Elle dit il faut 9000 magistrats dans ce pays. Et quand elle le dit, quand son livre blanc, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est elle qui a choisi la couleur, quand son livre blanc pour la justice est publié, eh ben, nous, on en est déjà à 9090 magistrats. Ah, vous dites, il y a un petit retard à l'allumage. Alors depuis, elle a fait mieux, mais non, elle veut doubler le nombre de magistrats. Sauf que ça, c'est tellement ridicule. Je vais vous dire quelque chose. Bien sûr qu'il manque des magistrats, il manque des greffiers dans ce pays, on le sait bien. Mais vous savez d'où on est parti, mesdames et messieurs? Je veux bien, j'ai lu dans la presse là, locale les doléances des uns et des autres. Ils ont raison de se plaindre, surtout en période de campagne électorale. Chacun peut exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Mais quand on est arrivé, quand Emmanuel Macron est arrivé en 2017, vous n'allez pas me croire, mais il n'y avait même pas de Wi-Fi dans les juridictions. C'est nous qui l'avons installé. Et tous les magistrats ont été dotés d'ultraportables. C'est nous qui l'avons fait. Alors bien sûr qu'il reste encore des choses à faire. Et d'ailleurs, les États généraux de la justice nous apporteront un certain nombre de réponses. Le président de la République à Poitiers l'avait dit, il avait dit rien n'est tabou, tout peut être évoqué. Et tout sera évoqué, évidemment, parce que nous avons la volonté d'améliorer encore les choses. Mais que l'on se souvienne, bien sûr, on sait où l'on est, on sait ce qu'il convient de faire, mais il faut aussi se souvenir d'où l'on vient. Ça me paraît absolument indispensable. Et si l'on appliquait le programme de Mme Le Pen, c'est-à-dire le doublement du nombre de magistrats, vous voulez que je vous dise quelque chose? On n'a pas les lieux pour les héberger. Les tribunaux sont aujourd'hui, dans notre pays, trop petits pour les héberger. Et ça ne correspond à rien. À rien. Je vous ai dit, il y a une façon de se battre contre Marine Le Pen. C'est d'abord de regarder son programme, qui n'est pas travaillé. Et puis, il y a une autre façon aussi, c'est d'avoir un peu de mémoire. Alors, il y a les JAM là qui sont là. Ouais. Et alors, moi, les JAM, à vrai dire, les jeunes avec Macron, j'ai une vraie tendresse pour eux. D'abord parce qu'ils démontrent que, contrairement à tout ce qu'on raconte, la politique, ça intéresse les jeunes. Puis, j'ai une tendresse, je vais dire, un peu plus. Moi, je ne suis pas un JAM, je suis un SAM, moi. C'est-à-dire un senior avec Macron. Alors, il y a... Ouais, ça fait Marie-Gabrielle aussi, ça. Hein. Alors, je vais vous dire, il y a évidemment quelques inconvénients, il y a quelques courbatures, les gens qui ont mon âge le savent, mais il y a aussi quelques avantages, et il y a notamment celui de la mémoire. Et je vais vous dire 2 ou 3 choses. Et puis après, je m'arrête, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Il y a longtemps que je regarde le Front National, et vous ne savez peut-être pas, les plus jeunes d'entre vous, que ce parti a été créé par, évidemment, Jean-Marie Le Pen, mais également par M. Bousquet, qui était un ancien Waffen-SS. Il faut se souvenir de ça. D'autant qu'elle dit souvent, les chiens ne font pas des chats. C'est vrai. Et on est tous, qu'on le veuille ou non, je l'ai plaidé des centaines de fois dans ma vie, on est tous le fruit de son histoire. Tous. Et je vais vous rappeler 2 ou 3 petites choses. On va parcourir ça très, très rapidement, mais tout de même. Madame Leclerc, Anne-Sophie de son prénom, c'est celle qui compare Madame Taubira à un singe. Elle appartient au Front National, ou elle appartenait au Front National. Elle avait dit, c'est une sauvage, à la limite, je préfère la voir dans un arbre. C'est pas si vieux que ça, hein. C'est 2016. Madame Le Pen, elle a d'ailleurs dit de moi que j'étais Madame Taubira en pire. Et quand j'ai reçu Madame Taubira, je l'ai appelée à la chancellerie, je l'ai appelée Madame Dupond-Moretti en mieux. Mais alors, voilà pour Madame Leclerc. Je ne vais pas tous vous les faire, hein, parce que j'avais fait un bouquin, j'en fais pas la pub, d'ailleurs, il n'est plus en vente, mais j'avais fait le casier judiciaire, je l'avais appelé le casier judiciaire non exhaustif du Front National. Un dénommé Lagier, personnage sympathique, FN,
15 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire à l'encontre d'un jeune homme de 17 ans d'origine comorienne. Vous savez ce qu'avait dit M. Le Pen, papa? Il avait dit, au moins ce malheureux incident, écoutez, c'est magnifique, au moins ce malheureux incident a attiré l'attention générale sur la présence à Marseille de 50 000 Comoriens. Que font-ils là? Ah ouais. Alors là, je passe, hein, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Un sympathique personnage qui s'appelle Georges Teil, membre du FN, condamné en 2001, contestation de crimes contre l'humanité, à nouveau condamné en 2004, en 2006, il nie l'existence des chambres à gaz, rien que ça. Ensuite, il y a les condamnations de Jean-Marie Le Pen lui-même, ça va de 1960 à 2008. Il était d'ailleurs président d'honneur du mouvement du Front National avant qu'il ne s'appelât le Rassemblement National. Et puis ensuite, moi ce que je veux vous dire, c'est que Madame Le Pen, elle bénéficie aujourd'hui des excès de Zemmour en réalité. Et elle se cache derrière lui. Vous avez bien compris. L'histoire, elle est très simple. Si vous n'êtes pas un très beau garçon, mais qu'on met à côté de vous un très très moche, vous êtes évidemment... eh ben oui. Vous êtes évidemment plus regardable. Bon. Mais souvenons-nous de deux ou trois choses. Mais non. Dans sa proximité, il y a un dénommé Chatillon, ancien président du GUD. Il y a dans sa proximité un dénommé Kevin Reich. Kevin Reich, c'est le leader d'un groupuscule qui s'appelle Sauvons Calais. C'est un néo-nazi. Néo-nazi. Il y a un dénommé Axel Lousteau. Il a exprimé sa tristesse à l'occasion de l'anniversaire du suicide de Hitler. Ben oui, rien que ça. Il y a M. Rachlin. M. Rachlin, il est élu maintenant, ancien du GUD, passé par Égalité et Réconciliation, le mouvement antisémite conspirationniste d'Alain Soral. Rien que ça. Madame Le Pen, elle est copine avec Soral, M. Mbala, M. Fabrice Robert. Ce type-là, Fabrice Robert, c'est le type qui avait créé le groupe des identitaires, auquel appartient M. Rieux. Ils avaient fait de la soupe de porc qu'ils avaient distribuée aux Afghans à Calais. Voilà ce qu'ils sont, ces gens. Voilà en réalité ce qu'ils sont. Et il y a une espèce de banalisation inexplicable. Elle passe partout maintenant, elle est gentille. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Et puis, c'est le dernier mot vraiment. Il y a de cela quelques semaines encore. Elle était amie avec Zemmour. D'ailleurs, vous vous souvenez que Ménard voulait les inviter à dîner. Ils se côtoient, ils ont les mêmes relations. D'ailleurs, ils sont passés, si j'ose dire, de branche en branche. La nièce, elle est allée de l'autre côté. Collard, il est parti de l'autre côté. Mais enfin, ils sont restés des années ensemble. Et on pourrait multiplier les exemples de gens qui passent de l'un à l'autre, Odoul, Rieux. Voilà, tous ces gens sont des gens d'extrême droite. C'est pas compliqué, ça. Et moi, je ne veux pas pour mon pays que nous allions vers l'extrême droite, vers des gens qui stigmatisent les handicapés, les femmes, les homosexuels, les gens de couleur, qui confondent les musulmans et les islamistes, qui reprochent à un grand-père d'avoir enterré en Israël ses deux petits-enfants. Voilà, nous, mesdames et messieurs, c'est la France de 2030, et ces gens-là, c'est la nostalgie de 1930. Nous avons besoin d'Emmanuel Macron. Il a besoin de nous et notre pays a besoin de lui. Et je veux enfin vous dire que cette bataille n'est pas gagnée, qu'il faut se mobiliser, qu'il faut se bouger. En avant toutes.
Merci beaucoup. Je note que le garde des Sceaux a beaucoup plus d'applaudissements que moi. Mais beaucoup moins que Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Bon. On a réorganisé un petit peu notre séquence avec Gabriel Attal et Éric Dupond-Moretti pour laisser justement plus de temps pour la séance de questions-réponses. On va se donner 45, 50, 55 minutes d'échange avec la salle. Toutes les questions que vous voulez, que vous vous posez avec une tonalité très directe, comme savent faire les Bretons. Donc je vous propose de... Quand même dire bonsoir. Alors oui. Je vous propose que Gabriel Attal vous dise bonsoir et qu'on enchaîne avec la question. Non, je veux quand même vous dire bonsoir. Vous dire que je suis très heureux d'être avec vous. Vous dire que je suis désolé pour le retard. Ça a été un vrai chemin de croix de vous rejoindre, il faut que je vous le dise. Je suis arrivé gare Montparnasse, j'ai voulu présenter mon billet. On m'a dit votre billet a été annulé. Alors visiblement, il y a eu un bug avec l'équipe de campagne, ils ont annulé mon billet. Bon. Du coup, je me dis je vais prendre le train suivant et puis en attendant, je vais aller me balader dans la gare. Je me balade dans la gare, manif contre le gouvernement de la CGT cheminot. Et je me retrouve au milieu de la manif. J'avoue que j'ai hésité à renoncer. Mais j'ai quand même attendu, j'ai trouvé un endroit où attendre. Puis je suis arrivé ici et puis là j'entends des hurlements devant la salle avec des gens qui manifestaient à l'intérieur. Je me suis dit bon, c'est vraiment le dernier moment pour y aller là. Bon, je suis ravi d'être avec vous. Je suis ravi de retrouver Florian qui est un ami. Depuis 2017, on a été élus députés ensemble et je veux vous dire que vous avez vraiment énormément de chance d'avoir Florian Bachelier comme député. Énormément de chance. C'est un député qui se bat évidemment sur tous les sujets de justice, de sécurité, qui a aussi permis de moderniser l'Assemblée nationale dans sa fonction de questeur. Elle en avait vraiment besoin. Je suis ravi de retrouver tous les amis qui sont ici. Je suis venu plusieurs fois en Bretagne. La dernière fois, c'était à Plougastel-Daoulas, je crois, pour la campagne des régionales. Et je revois Tristan Breillet, qui a été brillamment élu ici. Je vois Alex Bonino, le référent départemental. Je vois d'autres référents départementaux qui sont là, que je retrouve. Antoine Hainaut pour les JAM, Pierre Karleskind, votre député européen. Bref, je suis vraiment ravi d'être là. Et effectivement, comme je reprends le train dans l'autre sens, j'espère que j'aurai moins de problèmes pour repartir que pour venir. On s'est dit qu'on allait laisser un peu de temps pour l'échange et pour les questions. Donc je ne vais pas vous faire une longue intervention liminaire. Surtout, parler après Éric Dupond-Moretti, c'est quand même un peu compliqué. Donc je préfère qu'il y ait au moins une personne entre nous. Voilà. Merci à tous. Alors, pour la première question, mais du coup, je propose qu'elle te soit attribuée. Si quelqu'un a, pour commencer, une question pour Gabriel Attal, ce serait formidable. Alors, j'ai la lumière dans les yeux. Est-ce que les micros circulent? Alors, il n'y a que... C'est Inde qui va traverser la salle. Je vais commenter cette lente traversée. J'en profite pour remercier Inde Saoud qui fait un énorme boulot avec Alex Bonino et toutes les équipes de La République En Marche. Bonsoir, alors William Chou, je suis pâtissier. J'aurais voulu vraiment une bonne explication sur la retraite et les carrières longues. Parce qu'il y a une vraie inquiétude aujourd'hui, c'est quand on a commencé à travailler à 15 ans comme moi et qu'on n'a pas eu de trou dans sa carrière, vous nous promettez de travailler 50 ans. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça, mais il faut le réexpliquer une bonne fois. Alors merci pour votre question. On attaque sur du lourd. C'est parti là sur un truc très sérieux. Bon, mais je suis là pour ça aussi. Effectivement, dans le programme d'Emmanuel Macron, il y a cette proposition sur la retraite à 65 ans. D'abord, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on fait cette proposition. On fait cette proposition parce qu'aujourd'hui, on a un régime de retraite par répartition, ce qui veut dire que ceux qui payent pour la pension de ceux qui sont à la retraite, ce sont les actifs qui travaillent. Et je ne crois pas qu'on veuille sortir de ce système. Il se trouve que, du fait de l'allongement de la vie, de l'espérance de vie, il y a de plus en plus de retraités
qui reçoivent une pension par rapport aux actifs qui payent pour la pension. Il y a 50 ans, il y avait 4 actifs qui finançaient une retraite. Il y a 20 ans, il n'y avait plus que 2 actifs qui finançaient une retraite. Aujourd'hui, on est à 1 actif et demi qui finance une retraite, et dans quelques années, on va descendre à 1,3, voire à 1. Donc on voit qu'on a un système qui, aujourd'hui, n'est plus financé, qui accumule les déficits, et que si on ne prend pas les bonnes décisions, à un moment, on arrivera au défaut de paiement et on ne pourra plus payer les retraites. À partir de là, il y a des décisions à prendre. Et en fait, il y a 3 possibilités si on veut rééquilibrer les choses et si on veut pouvoir continuer avec ce système et continuer à payer les retraites des retraités. La première, ça serait de baisser les pensions. Pour essayer d'équilibrer, il y a moins de personnes qui financent, donc il faut baisser les pensions pour que tout ça s'équilibre. Bon, on ne veut pas baisser les pensions, évidemment, au contraire. On propose dans le programme une retraite minimale à 1 100 € pour tous ceux qui ont fait une carrière complète. On veut indexer aussi les retraites sur l'inflation pour que les retraités puissent vivre plus dignement possible. Donc on ne veut pas faire ça. La deuxième possibilité, ça serait d'augmenter les cotisations, les impôts sur ceux qui travaillent. Puisqu'ils sont de moins en moins nombreux pour financer de plus en plus de retraités, il faudrait augmenter l'argent qu'ils versent pour les retraites. Mais ça, on ne veut pas le faire. On ne veut pas le faire parce qu'on se bat pour le pouvoir d'achat, pour que le travail paye mieux. Et depuis 2017, on y reviendra peut-être dans d'autres questions, on a pris des décisions fondamentales pour faire en sorte que le travail paye mieux et qu'il coûte moins cher aux entreprises pour qu'elles recrutent. Et donc il y a une troisième possibilité, c'est de dire qu'on demande globalement aux Français de travailler un peu plus longtemps pour qu'ils arrivent un peu plus tard à la retraite et qu'on puisse avoir suffisamment de personnes qui travaillent pour équilibrer notre système et pour payer les retraites des retraités. C'est ce choix-là qu'on a fait. C'est un choix par ailleurs qui n'est pas incohérent avec ce qui se passe autour de nous. Il se trouve que la France, c'est le pays de l'OCDE, le départ moyen à la retraite est le plus tôt. Il se trouve qu'autour de nous, on regarde en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, la retraite est bien souvent déjà à 65 ans, parfois elle est à 66, 67 ans. Donc on prend cette décision en responsabilité. Et moi, ce que je veux dire, avant de répondre très concrètement à votre question, c'est que c'est aussi une marque du courage d'Emmanuel Macron. Parce que le plus simple, ça serait de ne pas présenter cette proposition dans le cadre de la campagne. Le plus simple, ça serait de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est ce que fait Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle explique aux Français qu'ils vont pouvoir travailler moins longtemps tout en gardant leur retraite. Elle est en train d'expliquer aux Français qu'avec le système qu'elle propose, où elle dit aux Français vous allez travailler moins longtemps qu'aujourd'hui, alors qu'on a déjà un système totalement déficitaire, elle a une réforme qui va coûter 20 milliards d'euros, elle explique qu'elle pourra continuer à payer leur retraite. Elle ment aux Français. Elle ment aux Français. Et à la fin, si elle est élue et si sa réforme est mise en place, on aura non seulement la baisse des pensions et l'augmentation des impôts. Ce n'est pas Marine Le Pen, c'est Marine double peine. C'est ça qu'elle promet aux Français. Donc nous, on est responsables. On est responsables et on a ce courage de dire aux Français la vérité. Et c'est une marque de fabrique du président. Maintenant, évidemment, quand on dit qu'il faut que les Français travaillent globalement plus longtemps, ça ne veut pas dire que tout le monde tous les Français devront travailler de la même manière et aussi longtemps. Il y a des Français qui ont commencé à travailler jeunes. Il y a des Français qui ont eu des métiers particulièrement pénibles, qui sont usés quand ils arrivent à 60, voire même parfois avant. Il y a des Français qui sont des travailleurs handicapés. Et donc, évidemment, on tiendra compte des spécificités de chacun. Le président de la République, a déjà dit un certain nombre de choses. Puisque je citais les travailleurs handicapés, on maintient l'âge de départ à la retraite des travailleurs handicapés à 55 ans. Et d'ailleurs, j'insiste sur ce point parce que Marine Le Pen, dans son projet, elle dit, pour que ça soit plus simple, je retire tous les systèmes de pénibilité, d'invalidité, etc. et je remplace tout par un système de carrière longue, pour faire en sorte que les gens qui ont travaillé avant 20 ans puissent partir à 60 ans. Mais en fait, en faisant ça, les travailleurs handicapés qui aujourd'hui peuvent partir à 55 ans devront partir 5 ans plus tard. C'est ça la réalité de la réforme qu'elle propose. On voit à quel point elle n'a pas préparé sa réforme, à quel point elle n'a pas travaillé, puisque dans les faits, c'est à ça que ça reviendrait. Donc, travailleurs handicapés, on maintient. Ensuite, il y a la question des carrières longues et de la pénibilité. C'est aujourd'hui déjà des travailleurs qui bénéficient d'un âge de départ anticipé. Ils continueront à bénéficier d'un âge de départ anticipé. Ça veut dire qu'ils n'iront pas jusqu'à 65 ans. La manière dont ça va se mettre en place, dont ça va se décliner, on va la construire avec les partenaires sociaux. Si on arrivait dans cette campagne en expliquant voilà le système qu'on va mettre en place, dans ses moindres détails,
Ceux-là même qui aujourd'hui nous demandent des précisions nous reprocheraient d'arriver avec un système tout ficelé et tout fait, sans travailler avec les partenaires sociaux et sans le faire dans la concertation. Donc ce qu'a dit le président de la République, c'est que oui, il faut globalement qu'on travaille plus longtemps, parce qu'il en va de la survie de notre système, mais que oui, on doit évidemment tenir compte des carrières de chacun, de la pénibilité des carrières longues, et que ces personnes, je regarde, continueront à pouvoir partir plus tôt. Et on va le faire dans la concertation. Et je me permets d'indiquer pendant la pause de questions que le seul régime spécial de retraite qu'on aura réussi à supprimer sous le mandat d'Emmanuel Macron, sur le premier mandat d'Emmanuel Macron, c'est celui des députés. Voilà. Et un esprit espiègle à ma droite me dit qu'on attend la position des sénateurs. Alors la question suivante. Bonsoir à tous, monsieur le porte-parole, monsieur le député, monsieur le garde des Sceaux. Je m'appelle Alexandre, je suis infirmier. Le président de la République, lors de la conférence de présentation de son projet, avait partagé brièvement son souhait de modifier la carte des collectivités territoriales au cas par cas, après 5 ans de mise en suspens suite au fiasco de la loi NOTRe. Il a notamment fait référence à la région Bretagne, où pour lui c'était plus faisable que d'autres régions. Je fais partie de l'association à la Bretonne, militant pour l'organisation d'un référendum sur le rattachement ou non du département de Loire-Atlantique à la région Bretagne. En effet, le constat est là, pour paraphraser un personnage assez connu, en dehors des élections présidentielles et législatives, la démocratie locale est en état de mort cérébrale en France. Il n'y a qu'à voir le pourcentage d'abstention aux dernières élections départementales, municipales et régionales, malheureusement. Et le Covid ne peut pas tout excuser. Cette question de la réunification, elle est présente depuis la séparation décidée en 1956, sans consultation préalable des citoyennes et des citoyens, pourtant faisant partie tous ensemble de cette région naturelle de la République depuis des siècles. Nous avons pour cela en 2018 réalisé une pétition de 105 000 électeurs de Loire-Atlantique, soit 10% du corps électoral, pour réclamer cette consultation locale. Nous avons reçu même le soutien de plusieurs conseils municipaux et départementaux, notamment Rennes, Nantes ou même la Loire-Atlantique. Nous sommes aujourd'hui en 2022 et nous n'avons toujours pas eu la promesse d'organisation, les instances locales renvoyant la charge de l'organiser aux instances nationales et vice-versa. De plus, nous avons rencontré M. Duluc le 28 mars, chargé de représenter M. le Président, qui était d'accord sur le fait que s'il y avait une volonté locale, il était ouvert à la réorganisation territoriale. La pétition des 105 000 est la preuve qu'il y a une volonté locale. Nous souhaitons que le Président de la République, s'il est réélu, fasse un geste fort pour la démocratie locale en agissant pour la tenue de cette consultation, en demandant par exemple au Conseil départemental de Loire-Atlantique de l'organiser, avec une vraie valeur juridique et pas juste un super sondage comme en Alsace. C'est-à-dire s'engager à respecter le vote des habitants afin de laisser le choix entre les mains des citoyens de Loire-Atlantique. Car le risque est que continuer à ignorer une question vieille depuis 60 ans, qui est portée actuellement par des associations démocratiques fiers de faire partie de la République et de l'Union européenne comme la nôtre, pourrait aboutir à ce que des factieux qui font actuellement l'apologie de terroristes ou d'assassins de préfets s'en emparent malheureusement. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va peut-être enchaîner avec une autre question, comme ça on va les prendre par série de 3 si vous voulez bien. Moi, j'ai une question pour le garde des Sceaux, un peu plus simple. C'est vous avez tout simplement parlé du bilan du quinquennat et sur les questions de justice. Et moi, ce serait tout simplement les mesures concrètes qui sont proposées pour réduire les problèmes que vous avez cités, à savoir les problèmes d'efficacité et de confiance des Français dans la justice. Merci beaucoup. Et une troisième. Il y a une autre question. Madame, allez-y. Bonjour, merci d'abord d'être venu répondre à nos questions. Moi, je voulais parler du conflit sur l'Ukraine. D'abord, je voulais saluer le président Macron d'avoir pris, en prenant la présidence de l'Union européenne, d'avoir porté des sanctions contre la Russie et Poutine. Mais voilà, ça va pas encore assez loin puisqu'on
En achetant son gaz, on le paye tous les jours pour financer sa guerre. Et je voulais savoir ce qui était prévu dans le futur pour aller plus loin et pouvoir stopper Poutine. Merci beaucoup. On va essayer d'accélérer un petit peu sur le. Je prends si vous en êtes d'accord, la première question. Je salue d'ailleurs le gros travail et le fort investissement de l'association à la Bretonne qui a ce mérite-là de mettre sur la place publique et vous l'avez bien rappelé, un débat qui irrigue notre région historique. Vous avez un élément de réponse déjà dans ce que je dis, de notre région historique depuis des années. Et je vais être très clair, moi j'ai eu l'occasion de le dire et c'est ce que j'essaye de porter auprès des nôtres. Je suis pour la réunification de la Bretagne. Je suis pour une grande région à 5 départements. Mais je suis aussi pour qu'on clarifie les responsabilités et les financements des uns et des autres. L'État et les collectivités locales. Et dans la méthode, c'est important. Si vous me demandez mon avis à titre personnel, je suis pour, j'ai eu l'occasion déjà de le dire, pour une fusion entre le conseil régional et les conseils départementaux. Je suis pour, d'ailleurs, une fusion du Sénat et du CESE et des conventions citoyennes. Je suis pour la réduction du nombre de parlementaires. Je suis pour la réduction du nombre d'élus locaux. Si je prends l'exemple de l'île-et-Vilaine, c'est 1 million d'habitants en l'île-et-Vilaine. Vous avez 8 députés, bon ça c'est bien, 4 sénateurs, 54 conseillers départementaux, 25 conseillers régionaux, vous avez 122 élus au conseil métropolitain de Rennes, vous avez 61 élus au conseil municipal de Rennes, vous avez au total 900 élus municipaux sur la métropole de Rennes, et puis j'en passe. Bref. Et à la limite, le sujet, il n'est pas tant de savoir si on est trop, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, aucun citoyen ne sait exactement qui est responsable de quoi. Et quand tout le monde est responsable de tout, personne n'est responsable de rien. Il ne faut pas s'étonner qu'un électeur sur 5 qui se déplace pour le conseil départemental. Encore moins d'ailleurs quand au final il y a une fusion de listes qui n'était pas annoncée et qui se réalise sous le manteau le soir même du second tour des élections départementales. Bref. Et je ne veux même pas revenir ici sur les augmentations de rémunération du président du conseil départemental parce que je deviendrai désagréable. Donc oui, il faut clarifier. Et ce qu'on veut nous faire, ça n'est pas se contenter, parce que je vois beaucoup d'élus qui adorent les pétitions. Alors, ils font des pétitions, ils font des grandes déclarations de principe, ils font des vœux, je vois Laureline, je la salue, ils font des vœux. C'est-à-dire qu'ils se réunissent, et plutôt que de prendre des décisions et d'assumer les décisions, ils convoquent des comités citoyens et ils font des vœux. Voilà. Et en général, d'ailleurs, pas sur leur champ de compétences. C'est assez formidable. Donc, moi je suis pour qu'on fasse un grand débat régional de l'ensemble des élus locaux et qu'on se mette en place, qu'on se mette en ligne pour dire clairement qui s'occupe de quoi. La santé, c'est peut-être pas idiot de le mettre au niveau régional. La culture, peut-être pas non plus. L'éducation nationale, je pense pas. Etc., etc. Mais qu'on se mette tous d'accord, qu'on arrête de se renvoyer la balle et à partir de là, on construit une feuille de route et là, on retourne à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'ont fait les Alsaciens. Nous, quand on a eu le programme alsacien qui avait été travaillé par les élus alsaciens, l'Assemblée nationale a dit si ça vous va, nous on le vote, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à avoir. Ce que fait, peut-être pas le meilleur exemple en ce moment, mais si, l'Assemblée de Corse, avec la dévolution d'un certain nombre de compétences, ça a été fait par le travail des élus locaux qui, à un moment donné, ont arrêté de se dire c'est la faute de celui-ci ou c'est la faute de celui-là. Donc plutôt que de faire des pétitions et plutôt que de faire juste des vœux, c'est travaillons ensemble concrètement, d'abord à la répartition des compétences et à mon avis, dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire la réunification bretonne. Comment on améliore la confiance dans la justice? C'est ça la question qui est posée, si je la résume bien. Qui me l'a posé? Il est où, monsieur? D'accord. De plusieurs façons. Mais d'abord, on pourrait peut-être ensemble réfléchir aux griefs qui sont ceux que formulent nos compatriotes à l'encontre de la justice. Ils lui reprochent deux choses. Essentiellement, dans tous les sondages, dans les items
qui reviennent le plus souvent, c'est sa lenteur et son laxisme. Je vais essayer de répondre sur les deux volets. Et moi, je me suis dit, d'abord que, au fond, la confiance, ça passait par la connaissance. Et si vous faites un petit sondage, un petit micro-trottoir, et que vous demandez à un gamin comment on appelle le président d'une cour d'assises, je vous fiche mon billet qui répond votre honneur. Bon. Objection. Bravo. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, moi, faire entrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la justice dans le salon des Français. Pas que la justice pénale, mais la justice civile aussi. Au fond, ceux qui n'ont jamais divorcé, ils ne savent pas comment ça marche, un divorce. Parce que c'est fermé, par définition. Donc là, on aura tout un système, bien sûr, en prenant toutes les précautions. On va demander aux gens, évidemment. Ils auront même la possibilité de se rétracter. On va respecter le droit à l'image. On va respecter un tas de choses, bien sûr. Mais je souhaite que la justice soit mieux connue. Bon, connaissance, évidemment, rime avec confiance. Sur la rapidité de la justice, je vous ai déjà donné tout à l'heure quelques pistes. D'abord, il faut que vous sachiez qu'on a développé considérablement le numérique. Et que le numérique, alors ça c'est vraiment, si j'ose dire, le dada du président Macron. Hein. Développer le numérique pour que l'on soit plus efficace, plus opérationnel, plus rapide. Il y a aujourd'hui, je vous cite un seul exemple, des procédures totalement dématérialisées, il n'y a plus de papier. De l'enquête, du début, du premier procès-verbal d'enquête jusqu'au jugement. Donc vous n'avez plus ces images de greffiers qui ont à la fois le diplôme de greffier et de déménageur, qui se trimballent avec des dossiers énormes. Vous n'avez plus ces images de piles de dossiers. Quand on était allé à Bobigny, je me souviens, c'était ma première visite ministérielle avec le Premier ministre, il avait été sidéré de voir tous ces dossiers empilés les uns sur les autres. C'est de la manutention, c'est de la perte de temps. Donc le numérique a été considérablement développé et se développe encore. Les avocats bénéficient aussi, notamment quand ils demandent une copie de dossier, en un clic, ils obtiennent la copie de dossier, alors qu'autrefois, il fallait faire la photocopie, recto, verso, etc. On perdait un temps fou. C'est ça la question, c'est le temps gagné. Les autres mécanismes qui sont en place, ce sont ceux que l'on a envoyés dans les juridictions pour former une équipe auprès du magistrat, pour les aider à déstocker. Les jeunes dont j'ai parlé tout à l'heure, quand ils sont auprès des magistrats, eh bien, sachez par exemple qu'un juriste assistant, je vous donne le profil type, il a 25 ans, il est master 2, il n'est pas magistrat, il vient donner un coup de main au magistrat, eh bien, les temps dont on a besoin pour rendre une décision sont coupés en deux, sont divisés par deux. Donc ça, c'est du gain de temps. Le gain de temps, au fond, n'a de sens que pour les concitoyens qui attendent les décisions de justice. Je vous ai donné aussi tout à l'heure d'autres pistes là-dessus, bien sûr, parce qu'il y a toute une mise en place d'un déstockage, équipe autour du magistrat, numérique, augmentation du nombre de magistrats, augmentation du nombre de greffiers. Dans les chantiers qui sont en cours et qui verront le jour bientôt, il y a naturellement les états généraux de la justice. On a voulu simplifier les procédures. Pourquoi ? Pas pour le plaisir de simplifier les procédures, mais simplifier la procédure, ça signifie là encore aller plus vite, être dans une forme de fluidité. Il y a dans la confiance aussi d'autres choses sur lesquelles il faut encore travailler. Simplifier le langage judiciaire. Enfin, pour les plus démunis de nos compatriotes, franchement, c'est très compliqué de s'y retrouver. Le droit, déjà, intrinsèquement, est une matière complexe. Mais le vocabulaire utilisé complexifie aussi les choses. Et c'est pour ça qu'on a pensé au point justice, pour que... Mais ça, vous voyez, ça redonne de la confiance. On a créé aussi des lieux d'accueil uniques dans les juridictions. Moi, je pars du principe que la première impression que l'on a, c'est l'accueil. Il faut être bien accueilli. Parfois dans la confidentialité. C'est très important, ça. Donc tout ça sont des choses qui sont mises en place pour restaurer petit à petit, évidemment, la confiance. Ensuite, il y a évidemment, je l'ai dit, en matière pénale, là aussi, on a besoin de rapidité. Les parlementaires ont voté un texte qui s'appelle « Justice de proximité » pour aller très très vite. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, notamment le déploiement des délégués du procureur qui se rendent partout sur le territoire, dans le maillage territorial que nous avons mis en place d'une certaine façon, en réouvrant, en faisant des audiences foraines pour que ça aille beaucoup plus vite.
le code de justice pénale des mineurs. J'y reviens encore, mais tout ça est dans une cohérence pour qu'on juge très vite maintenant, dans un délai contraint, alors qu'autrefois, il n'y avait même pas de délai. Tout ça pour accélérer la justice parce que nous avons besoin et parce que nos compatriotes demandent davantage de rapidité. Et puis, il y a évidemment le deuxième grief qui revient tout le temps, c'est la justice laxiste. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, ça, parce qu'on est dans la subjectivité, là. Ceux d'entre vous qui, peut-être, ont déjà eu l'honneur, et c'est un honneur redoutable, que d'être juré, savent à quel point c'est difficile de déterminer une peine. D'ailleurs, parfois, les délibérés, je suis assez bien placé pour le savoir, ils durent des heures et des heures et des heures parce que les jurés ne se mettent pas d'accord. Donc déterminer une peine, c'est compliqué. Dire de la justice qu'elle est laxiste, c'est un argument électoraliste qu'utilisent nos adversaires. En réalité, depuis 20 ans, les peines de prison qui ont été prononcées sont supérieures d'un quart dans leur durée à ce qui était prononcé autrefois. Et puis les prisons sont pleines. Ce qui pose deux types de problèmes d'ailleurs. Ce qui pose le problème de la dignité en prison et des conditions de dignité. C'est un problème que nous avons pris à bras-le-corps et nous avons voté un texte, on va le dire, qui nous était imposé parce que nous étions régulièrement condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce n'est pas l'Européen convaincu qui est à nos côtés, ce n'est pas lui qui me dira le contraire. Puis le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation nous ont imposé ce texte et il était légitime qu'on nous l'imposât. Et puis ensuite, il y a aussi, bien sûr, les personnels et la sécurité des personnels pénitentiaires, qui constituent la troisième force de sécurité dans notre pays. Il faut aussi penser à eux et à leurs conditions de travail. Et enfin, quand il y a quand on n'est plus dans la surpopulation carcérale, on peut mieux réinsérer. Vous voyez, tout ça, il reste encore évidemment du travail à faire. C'est le programme carcéral dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en train de sortir de terre, et certains établissements sont d'ores et déjà sortis. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous serons au rendez-vous des promesses qui ont été faites par le président de la République. Mais oui, il y a cette notion fausse du laxisme. Tous les chiffres démontrent que la justice est plus dure qu'elle l'était autrefois. Les autres disent le contraire, mais ils disent le contraire, je vais vous dire comment ils font. Ils font, vous voyez, le train qui n'est pas arrivé à l'heure. Ben, c'est celui-là qu'on regarde, évidemment. Quand vous avez une récidive, on dit, mais qu'est-ce qu'elle fout, la justice? Il l'a récidivé. Mais vous n'avez jamais vu l'ouverture d'un journal télévisé ou d'un journal papier avec M. Duchemol n'a jamais récidivé. Ça n'existe pas, ça. Bien sûr que ça n'existe pas. Des gamins dans les centres éducatifs fermés, parfois des délinquants qui commencent à être des délinquants durs. On en sauve quelques-uns, on n'en parle jamais. La protection judiciaire de la jeunesse. Vous avez vu d'ailleurs que dans le programme du président de la République, moi il y a quelque chose qui me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur, c'est le mariage, si j'ose dire, des militaires et de la protection judiciaire de la jeunesse. Il y a un certain nombre de gamins qui sont demandeurs de valeurs militaires. Ouais, se lever le matin, le dépassement de soi, la solidarité, les valeurs du sport. Et on a fait des expérimentations à Couët-Quidan. Et ça marche. Et moi, le militaire qui était là, il m'a dit, ça marche. J'en ai 10 là qui sont venus, quelques semaines, j'en ai sauvé 7 sur les 10. Et c'est des gamins qui avaient besoin d'autorité. Donc vous voyez, ces notions de ces laxistes, tout ça, ce sont des mots creux. Parce que tous les chiffres démontrent le contraire. Je vais vous en donner un autre. Pardon, la question ne m'a pas été posée. C'est la raison pour laquelle je vais y répondre. L'exécution des peines. On est toujours en train de dire que les peines ne sont pas exécutées. Vous savez quel est le chiffre exact d'exécution, de taux d'exécution des peines dans notre pays? Dites-moi un peu, votre avis. 93%. 93% des peines prononcées sont exécutées, mesdames et messieurs. Le 7%, c'est des gens qui, par exemple, sont partis, dont on n'a plus de traces. Oui, bien sûr que ça arrive. Le type, il a été interpellé, il s'est carapaté, il a changé d'identité, on ne sait pas où il est. Voilà, 7%. C'est assez résiduel. Et si on compare aux pays européens qui nous entourent, on est plutôt très très bien placé. Voilà. Eh bien, l'idée, elle est toujours là, récurrente, permanente, prégnante pour certains, selon lesquels les peines ne sont pas exécutées dans notre pays. Ça n'est pas vrai. Voilà. Et il y a quelques vérités qu'il est bon parfois de
rétablir. Je fais rapidement sur la question Ukraine, si on veut pouvoir reprendre une série de questions. Et c'est une question qui est importante parce que ce qui va se jouer dans cette élection présidentielle, et pour moi la question fondamentale qui est posée aux Français, c'est de savoir si on veut que notre pays soit plus indépendant. Et à travers lui, si on veut que l'Europe garantisse la souveraineté, l'indépendance des pays membres. Dépendre moins des autres, plus de nous-mêmes pour se déplacer, pour se chauffer, pour travailler, pour se défendre, pour s'informer. Emmanuel Macron, il répond oui à cette question, très clairement. Et je veux dire que ce sujet-là, et notre indépendance, elle est en danger avec la candidature de Marine Le Pen. Moi, je suis frappé de voir à quel point les médias sont tombés avec facilité dans cette idée qu'elle aurait renoncé à vouloir sortir de l'Union européenne. C'est quand même impressionnant. Tout le monde explique ça, elle ne veut plus sortir de l'Union européenne. Alors effectivement, elle ne propose plus noir sur blanc, je veux sortir de l'Union européenne. Mais il faut regarder la suite du programme. Elle propose de ne respecter aucune règle de l'Union européenne. Et elle propose de sortir du traité de la Cour européenne des droits de l'homme. Et quand on sort du traité de la Cour européenne des droits de l'homme, on sort de l'Union européenne. Alors elle dit, je vais renégocier les traités, mais enfin, personne n'y croit. La réalité, c'est que Marine Le Pen, elle porte un projet de fracturation de l'Union européenne et de sortie de la France de l'Union européenne. Elle propose même de réduire d'un quart la contribution de la France à l'Union européenne, la contribution financière. Et donc elle porte un projet d'affaiblissement de l'Europe à un moment précisément où on a besoin d'une Europe plus forte. Parce que pour répondre précisément à votre question, si on veut ne plus dépendre du gaz ou du pétrole russe, il faut continuer à investir en Europe. Il faut continuer à investir en Europe pour pouvoir dépendre de nous-mêmes en matière d'énergie. Et ça, c'est ce que propose Emmanuel Macron. Il le propose pour la France, il le propose pour l'Europe. On a pris, je ne vais pas revenir dessus parce que ça prend du temps, beaucoup de sanctions vis-à-vis de la Russie. Et d'ailleurs, on voit que l'économie russe, elle fait plus que vaciller maintenant depuis plusieurs semaines. Le rouble s'est effondré, la bourse de Moscou a été fermée pendant plusieurs semaines, les oligarques sont très sévèrement et très durement touchés, ils commencent à se retourner un peu vers Vladimir Poutine. Et on voit, alors c'est difficile à mesurer, mais on voit dans les déclarations dans un certain nombre de mouvements russes qu'il y a une forme de trouble. Voilà. On voit dans les décisions qui ont été prises en Russie de fermer Facebook, de fermer Twitter, de mettre en place une loi martiale, qu'il y a une crainte aussi que dans la population, il y a un rejet de cette guerre. Et donc ça montre bien le trouble qui a jeté chez eux notre ligne, notre fermeté et nos sanctions. Et donc il faut rester très ferme, il faut continuer. Effectivement, l'Europe continue à acheter du gaz à la Russie. Mais c'est beaucoup plus facile pour nous, Français, qui n'utilisons que 20% de gaz russe, de dire qu'il faut arrêter totalement, quand vous avez des Allemands qui l'utilisent à 55% et des pays de l'Est qui l'utilisent à 100%. Ça veut dire très concrètement, si on disait aujourd'hui, on arrête d'acheter du gaz à la Russie, vous avez tous les pays de l'Est où ils pourraient plus se chauffer pendant l'hiver, parce qu'ils dépendent à 100% du gaz russe. Donc la question, c'est comment on fait pour en sortir le plus vite possible. Et là-dessus, il y a un immense travail qui a été impulsé par le président de la République, il faut le dire, et on regarde toutes les alternatives avec les autres pays producteurs de gaz, avec l'Algérie, avec le Nigeria, avec la Norvège, avec les États-Unis, voilà, il y a tout ce travail qui est fait, il y a un agenda qui a été posé par la Commission européenne et sa présidente pour en sortir au plus vite. Mais moi, je veux vraiment insister sur ce point. Si on veut un vrai agenda d'indépendance et de souveraineté pour l'Europe et donc pour la France, ça passe par le vote pour Emmanuel Macron. Sinon, on organise notre propre soumission et on continue à organiser notre propre soumission vis-à-vis d'autres puissances et vis-à-vis de la Russie. Et on peut assez vite basculer du mauvais côté de l'histoire. Je rappelle qu'en 2017, Marine Le Pen, elle proposait une alliance avec la Russie. Elle le propose toujours. Et ça, pareil, on ne l'entend pas dans le débat. C'est-à-dire, vous allez sur son site, je ne vais pas faire la pub quand même du site, vous le trouverez facilement. Vous allez sur son site, le programme défense, il y a un livret défense, page 10, il y a écrit « Nous proposons une alliance militaire avec la Russie ». Être allié en matière de défense, ça a un sens. C'est-à-dire très concrètement que là, si on était allié avec la Russie, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre de la Russie, mais on serait en train de fournir des armes aux Russes pour attaquer les Ukrainiens. C'est factuel, c'est réel, et il faut le dire. Merci beaucoup, Gabriel. On va prendre une dernière série de 3 questions pour éviter que Gabriel ne loupe son train 2 fois dans la même journée.
Et parce que je vois aussi des signes d'affaiblissement, j'ai l'impression que il fait un peu frais. Et puis surtout, j'entends pas du tout le bruit des jams, donc habituellement on les entend beaucoup, et là, rien du tout. Donc, je me dis qu'il est temps de terminer. J'ai vu Jade tout à l'heure qui levait la main. Hop. Alors, j'ai vu Jade tout à l'heure, mais je ne la vois plus. Bon, allons-y. J'avais une question. Oui. Et on va essayer en 8 minutes de à la fois poser les questions et d'y répondre. Et je passe le message à l'un de nous trois pour essayer d'être plus synthétique dans la réponse. D'accord. Donc, moi, en fait, c'était une question 2 en 1. Pardon, je ne me suis pas présentée, Claire Hardy. C'est la question du budget de la France, le déficit, et du financement du programme qui est présenté. Notamment lorsqu'on voit, évidemment, c'était nécessaire d'avoir ces aides aux entrepreneurs pendant la période de pandémie. C'était nécessaire, ces réformes de la justice. Mais voilà, où est-ce qu'on en est et comment on va financer le nouveau programme? Merci beaucoup. Ah, voilà. Bonsoir, Clara Squet, je me présente. Moi, j'avais une question sur le pouvoir d'achat. Comme vous le savez, c'est une des préoccupations premières des Français. Donc, ça a été renforcé notamment par la guerre ukrainienne, la hausse du prix du carburant, des denrées alimentaires et également des matières premières. Je voulais savoir ce qui était proposé par le candidat Emmanuel Macron. Et j'avais une deuxième question. On sait qu'il y a une crise très forte de la démocratie en France, notamment liée à l'abstention. Je voulais savoir si vous aviez des idées ou des pistes de réflexion là-dessus, notamment chez les jeunes. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc une 4e question. Oui, je pose la tienne. Bonjour, Mathilde Grant, je suis juriste en droit de la santé, diplômée bientôt d'un Master 2 en droit de la santé. Je voulais savoir pourquoi on constate chez nos collègues universitaires, les camarades sur les bancs de la fac, une certaine dévalorisation du Bac+5, voire après. Aujourd'hui, on nous propose un tout petit SMIC à Bac+5. Donc c'est très très compliqué, que ce soit dans les institutions, dans les cabinets d'avocats, dans les juridictions, quand on sort de droit. Et une autre question également, une question assez sensible, et je passe la parole à ma belle-sœur sur la santé mentale des jeunes avec la psychiatrie, qui est la grande oubliée du système de santé en France. Donc, à toi. Bonsoir, je m'appelle Apolline Breton, j'ai 18 ans et je me posais une question parce qu'on entend très peu parler du suicide chez les jeunes et pour autant il augmente. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y avait des mesures qui allaient être prises pour encadrer les jeunes ou pour faire quelque chose pour les gens qui restent après. Voilà, juste pour savoir s'il y avait des mesures qui étaient prises. Et la réponse des pouvoirs publics. Merci beaucoup. Alors je vais faire au plus vite, puisque mon équipe m'a envoyé un message en me disant que si j'étais pas parti à 21h, je loupais mon train. Donc on va dire qu'ils disent ça et qu'en fait c'est 21h05. Je les vois pas, mais et donc je vais répondre peut-être aux questions sur sur la dette, sur le pouvoir d'achat et puis sur ce que vous venez d'évoquer. Sur la dette, oui, il faut rembourser la dette, parce que quand on parle d'indépendance, dépendre des marchés financiers, on n'en a pas envie. Et le fait est qu'avec une dette abyssale sur du long terme, on n'est pas indépendant. Et sur ce point-là, Emmanuel Macron, il a montré sa crédibilité quand il parle de sérieux budgétaire. Moi, je rappelle qu'en 2017, quand Emmanuel Macron a été élu, la France était classée à Bruxelles dans la procédure de pays dit pour déficit excessif. Et que celui qui a sorti la France de cette procédure, c'est Emmanuel Macron avec des réformes courageuses en début de quinquennat. Que c'est Emmanuel Macron qui a fait repasser la France sous les 3% de déficit. Ça faisait 15 ou 20 ans que ce n'était pas arrivé. C'était aussi avec des réformes courageuses qu'on a défendues au début du quinquennat. Après, il y a eu le quoi qu'il en coûte, qui effectivement a coûté de l'argent, mais alors là, on n'a absolument pas le quoi qu'il en coûte honteux. On revendique le quoi qu'il en coûte. Et ceux qui aujourd'hui, je pense à Valérie Pécresse, expliquent il n'aurait pas fallu faire le quoi qu'il en coûte, enfin, on ne les a pas entendus à l'époque, aller dire aux artisans, aux commerçants, aux restaurateurs que c'était indus ce qu'ils étaient en train de recevoir et qu'ils étaient des profiteurs. On ne les a pas entendus à l'époque. Et les études économiques montrent, d'ailleurs, une étude très intéressante du Conseil d'analyse économique montre que si on n'avait pas fait le quoi qu'il en coûte, on aurait dû dépenser 2 à 3 fois plus
en assurance chômage pour tous ceux qui seraient retrouvés au chômage et en accompagnement de toutes les boîtes qui auraient fait faillite. Donc c'était un investissement, le quoi qu'il en coûte. Et j'ajoute qu'indépendamment du sujet économique, c'est aussi pour moi un puissant levier de cohésion sociale. Parce que la réalité, c'est qu'avec le quoi qu'il en coûte, il y a toute une France d'artisans, de commerçants, de restaurateurs, de chauffeurs de taxi qui ont découvert que l'État-providence, c'était aussi pour eux. Qui ont toujours eu le sentiment que l'État-providence, ils le finançaient en travaillant, mais qu'ils ne recevaient rien. Ben là, ils ont vu qu'en cas de crise, ils pouvaient aussi être accompagnés. Et donc oui, il faut rembourser. D'ailleurs, on a déjà fait des efforts, on a déjà mis notre pays sur une trajectoire de remboursement. Il y a 2 jours, l'INSEE a annoncé que le déficit en 2021 était encore inférieur aux prévisions qui avaient été faites, qui elles-mêmes étaient inférieures aux premières prévisions. On est à 6,5%. On repasse à 5% de déficit en 2022 et on sera repassé sous les 3% de déficit en 2027. On a fixé une trajectoire pour cela. On commencera à rembourser la dette à nouveau en 2026. Comment est-ce qu'on fait ? Avec l'activité économique, on a des rentrées fiscales. C'est ce qui s'est passé notamment l'année dernière. C'est pour ça que le déficit est encore plus faible que ce qui était prévu. On a une croissance qui est locomotive en Europe, qui nous permet d'avoir ces rentrées fiscales. Ensuite, il y a des réformes de structure. On évoquait la réforme des retraites tout à l'heure, ça réduit les déficits. La réforme de l'assurance chômage qu'on a engagée aussi. D'autres réformes de structure, de simplification, notamment dans l'État, la e-prescription, la e-carte vitale, toutes ces mesures de simplification. Les mesures qu'on prend aussi sur le volet territorial, qui pourront à terme, ce n'est pas l'objet, mais qui pourront à terme produire des économies. Je pense au conseiller territorial. S'il y a moins d'élus, comme le disait Florian, ça fait aussi des économies. Bref, on a ce programme qui est chiffré, c'est sur le site, vous verrez, il y a le chiffrage. Et évidemment, Emmanuel Macron est un candidat qui assume qu'il faut rembourser la dette, qu'il faut le sérieux budgétaire. Et encore une fois, ce qui explique l'inverse, il ment aux Français. Et il condamne les Français à une perte d'attractivité économique pour notre pays et à devoir augmenter les impôts, ce qui reviendrait sur tous les gains qu'on a obtenus ces 5 dernières années. Si on a le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans, c'est précisément parce qu'on a pris les bonnes mesures et les bonnes réformes, qu'on a pu baisser les impôts. Et si on a pu baisser les impôts, c'est parce qu'on a fait des économies. Et ceux qui proposent le chemin inverse, ils nous promettent le chômage de masse qui va revenir. Et donc je bascule sur la question sur le pouvoir d'achat, puisque pour nous, le premier moyen de garantir le pouvoir d'achat, c'est quand même le travail. Plus vous avez de Français qui travaillent, plus vous avez de Français qui gagnent de l'argent et qui peuvent vivre. Ensuite, on viendra sur la question de la rémunération et d'un salaire suffisant pour vivre dignement. Mais donc d'abord, le travail. On veut continuer, on veut atteindre le plein emploi dans 5 ans. C'est possible. Si on veut atteindre le plein emploi, il faut créer 1 200 000 emplois dans notre pays dans les 5 prochaines années. C'est exactement le nombre d'emplois qui ont été créés ces 5 dernières années avec Emmanuel Macron. C'est 2 fois plus que dans le quinquennat précédent, 4 fois plus que dans le quinquennat d'avant où il y avait eu la crise de 2008. Et sur cette question de l'emploi, on a des propositions très concrètes pour continuer à baisser les impôts de production, pour continuer à investir dans la formation, etc. Sur le pouvoir d'achat, il y a des mesures pour continuer à valoriser le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent. Je rappelle, depuis le début du quinquennat, augmentation de la prime d'activité, baisse des cotisations, défiscalisation des heures supplémentaires. Pour une personne qui travaille au SMIC, c'est un 13e et un quasi 14e mois qui sont financés par l'État grâce à ces mesures. Je rappelle la suppression de la taxe d'habitation. En Bretagne, c'est 1 250 000 personnes qui payaient la taxe d'habitation qui ne la payent plus. Et pour le reste, ça sera en 2023 qu'elle sera intégralement supprimée. Elle a déjà commencé à être baissée. On veut continuer sur cette voie en donnant la possibilité aux entreprises de tripler la prime Macron, qui a bénéficié encore cette année à 4 millions de salariés, en supprimant la redevance télé tout en garantissant l'indépendance et les moyens de l'audiovisuel public. Mais c'est un gain de 138 € pour les dizaines de millions de Français qui la payent. En continuant à favoriser l'intéressement et la participation dans les entreprises. Et évidemment, en continuant à protéger les Français de l'inflation et de l'augmentation des prix. Et sur ce volet-là aussi, on a été les mieux-disants en Europe. Je rappelle le bouclier tarifaire. Le prix du gaz, ces derniers mois, il a été multiplié par 10 dans le monde. En France, il est gelé. Il n'a pas progressé depuis le mois de novembre dernier, parce qu'on a pris la décision qui s'imposait. Prix de l'électricité, il aurait dû augmenter de 40 à 50% depuis le mois de janvier. Il a augmenté de 4%, parce qu'on a pris la mesure qui s'imposait. Les Français, grâce à cette mesure, ont échappé au mois de février, en moyenne, à une hausse de leur facture de 300 à 400 €. C'est ce qu'on a vu en Allemagne, c'est ce qu'on a vu en Espagne, c'est ce qu'on a vu en Italie. Ça ne s'est pas produit en France parce qu'on a pris cette mesure. Et il y a la question du carburant, une question évidemment très difficile. Et là-dessus, vous avez différentes pistes, différentes propositions. Moi, j'entends Madame Le Pen expliquer que le lendemain de son élection, si elle est élue, le lendemain matin,
elle passera la TVA à 5,5. Ce qui montre d'abord qu'elle est tellement prête à raconter n'importe quoi qu'elle oublie que pour baisser la TVA, il faut une loi, et que donc il faudra qu'elle ait une majorité, et que donc de toute façon, elle ne pourrait pas le faire avant l'été. La deuxième chose, c'est que ça coûterait beaucoup d'argent pour un impact dont on n'est pas certain qu'il serait réel et durable pour les Français. Parce que d'abord, ça reviendrait à subventionner l'essence autant pour la famille aisée qui fait son plein de son SUV pour aller en vacances que pour l'infirmière libérale qui a besoin de remplir sa Twingo pour aller faire sa tournée. Voilà. Ensuite, parce que rien ne garantit qu'au bout de quelques mois, cette baisse de TVA ne serait pas mangée par une augmentation des marges des distributeurs. On a quand même d'autres exemples de secteurs où il y a eu des baisses de TVA assez massives ces dernières années. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse dire que ça s'est répercuté sur la facture des Français. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place une aide ciblée pour les Français qui travaillent dur, qui roulent beaucoup et qui ont besoin d'être accompagnés. On a déjà augmenté le barème de l'indemnité kilométrique, on a fait l'indemnité inflation pour tous les Français, 38 millions qui gagnent moins de 2 000 euros par mois, 100 euros. Et on est en train de construire un dispositif plus durable. En attendant d'arriver à ce dispositif, on a mis en place une remise à la pompe temporaire de 4 mois qui démarre demain. C'est-à-dire que demain, vous avez une remise de 18 centimes par litre à la pompe, à laquelle s'ajoutent les remises des distributeurs. Total, par exemple, rajoute 10 centimes, ça fait quasiment 30 centimes de baisse. Donc voilà les mesures qu'on prend sur le pouvoir d'achat. C'était important de les rappeler. Je suis déjà très en retard. Mais c'est important. Ouais. Ils me font des grands signes. Questions sur les... Comment ? Non, je ne vais pas dormir à Rennes. Je ne peux pas parce que j'ai un truc demain à 8h. C'est pour ça que je dois... Comment ? Non. Sur la question des jeunes, juste sur la question du suicide des jeunes et de la santé mentale des jeunes. C'était vous. Oui, c'est un enjeu majeur. Je ne peux pas tout détailler, mais je vous invite vraiment à aller regarder les conclusions des assises de la santé mentale qui ont été voulues par le président de la République. C'était il y a quelques mois seulement. Et donc, si vous demandez quelle est notre feuille de route sur ce sujet-là, vous avez tout là-dedans. C'est vrai que c'est un enjeu majeur, notamment pour les jeunes. C'est pour ça qu'on a mis en place, notamment pendant le Covid, des séances de psychologues financées pour permettre aux jeunes d'accéder à un accompagnement psychologique dans un moment qui a été terrible et très difficile pour eux. Et évidemment, on veut continuer. Je ne peux pas tout détailler, mais allez voir, vraiment, on vous enverra tous les éléments. Il y a énormément de propositions qui ont été construites avec les professionnels et ça fait vraiment partie des sujets auxquels on veut s'attaquer. Voilà, merci à tous. Désolé pour la perturbation de la soirée. Je vous laisse en très bonne compagnie parce que, Eric, je crois que tu dors à Rennes, toi. Grand merci à Gabriel Attal. Même si j'ai pas droit à la bise, moi de mon côté. Merci à lui. Merci d'être là et j'en profite parce que en politique aussi, il peut naître des histoires d'amitié. J'en profite pour lui rendre hommage parce que c'est évidemment un collègue de l'Assemblée nationale au début et puis un porte-parole assez incroyable qui a l'énergie tous les jours et qui est accessible. Et ça fait du bien parce que c'était ça aussi la promesse de 2017, c'était régénérer les visages et les usages. Et Gabriel Attal, c'est l'incarnation de tout ça. Donc pour tout ça, je le remercie en votre nom à tous. J'en profite pour faire, non pas un intermède musical, mais avant de laisser la place à la parole au garde des Sceaux, dire que toutes les questions qui n'ont pas pu être posées ce soir, je m'en fais le porteur. Donc il ne faudra pas hésiter demain, quand vous aurez le temps, à m'adresser les questions qui sont restées sans réponse par mail. Et on prendra évidemment on y répondra, voilà, on y répondra à toutes. Je laisse la parole à Éric Dupond-Moretti. Très brièvement, il y a une dame qui m'a posé la question des bacheliers qui faisaient 5 ans de fac et qui se retrouvent ensuite... et là, vous avez envisagé des choses qui sont totalement différentes. D'abord, dans un cabinet d'avocats, vous savez qu'il y a les tarifs UJA, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un syndicat qui fixe en réalité la rémunération minimale quand un jeune collaborateur intègre un cabinet, que ces montants sont différents selon les lieux où les avocats exercent. À Paris, bien sûr,
pour des raisons qu'on comprend, ça coûte plus cher de se loger, c'est plus cher, bon, etc. Là, je ne peux pas vous donner les détails de ça. Ce sont des choses qui seront régulièrement rediscutées par les avocats. Et puis ensuite, il y a mes sucres rapides à moi, ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai lu un truc incroyable dans la presse tout à l'heure en venant. Quelqu'un a osé dire que ça durait 1 an. C'est pas vrai du tout. Il y a eu des passages très très courts. Oui, on souhaitait, mais la plupart de ces sucres rapides, ils étaient là pour 3 ans. Et j'ai oublié de vous dire, d'ailleurs, ça me permet de le faire, qu'ils ont été tellement appréciés par les juridictions que les juridictions m'ont demandé de les pérenniser. Alors là, ça correspond, les salaires correspondent, ça peut être entre 1400 et 1600 selon certaines catégories, 2000 pour d'autres catégories, mais ça reprend aussi parfois une expérience professionnelle quand elle a préalablement existé. Et ce qui est très important, c'est que c'est aussi pour eux une formation sur le terrain et qu'ils peuvent, avec cette formation, intégrer ensuite l'École nationale de la magistrature pour devenir magistrat ou l'École nationale des greffes pour devenir greffier. Ça, c'est quand même très important de le préciser parce que leur avenir n'est pas bouché. Et je tiens d'ailleurs à vous dire que si on réfléchit au programme du président de la République, du candidat Emmanuel Macron, les 8500 magistrats et personnels, il va falloir qu'on trouve le vivier pour les former. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, on ne trouve pas les magistrats sous le pied d'un cheval. Et il faut le temps de les former. C'est pour ça que moi j'ai envoyé des sucres rapides. Parce qu'en 20 mois, je ne pouvais pas envoyer des magistrats. Il faut 31 mois pour former un magistrat. Donc là, le vivier, une partie du vivier, nous l'avons chez ces jeunes qui ont intégré les juridictions et qui ont appris le travail, j'allais dire, sur place, d'une certaine façon. Ils ont une formation qui est pratico-pratique. Et il faudra peut-être envisager la finalisation d'une formation pour devenir magistrat. Tout ça est en cours de réflexion, mais ce n'est pas là non plus une impasse quand on les envoie en juridiction. Il y a un véritable avenir professionnel qui se dessine. Alors moi, je veux également d'abord vous redire à quel point j'étais ravi de partager ce moment avec vous. Bien sûr, ce sont des rendez-vous et ce sont des moments démocratiques qui sont importants. Le débat, ça n'est pas le combat. Il faut qu'on échange, il faut que nous nous disions les choses, c'est absolument essentiel. On a même le droit de ne pas être d'accord, d'ailleurs, c'est bien le moins dans une démocratie. Mais avant qu'on se quitte, je voudrais vous proposer une petite Marseillaise a cappella. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Que les élus viennent avec nous. Je voudrais demander aux élus qu'ils nous rejoignent. Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les parlementaires, tous ceux qui font la République et qu'on ne doit jamais oublier. Fais gaffe parce que pas non plus qu'on passe au travers. Qui démarre. Deux couplets de notre hymne. Allons enfants.